lors du référendum, les Canadiens ont voté oui à 52 et non à 48 mais avec deux provinces qui étaient opposées. La Colombie-Britannique était légèrement opposée et le Québec était fortement, fortement opposé à, une prohibition possible. Le gouvernement fédéral, devant comment je dirais, ce dilemme, a décidé de laisser le problème aux provinces. Les provinces ont donc pris le contrôle et les provinces ont, par législation, permis aux comtés de décider d'une prohibition ou pas. Et de nombreux comtés au Canada sont devenus secs. Donc, des comtés dans lesquels il n'y avait pas de production et pas de consommation d'alcool, il n'y avait pas de débit de boisson, entre autres. Le mouvement de prohibition a continué à prendre de l'ampleur et en 1915, une première province, la Saskatchewan, a décidé de créer la prohibition chez elle, donc une interdiction totale de la production et de la vente d'alcool chez elle. La prohibition a commencé en 1915 par la Saskatchewan. Toutes les provinces y sont passées. La dernière province qui en est sortie, c'est l'île du Prince-Édouard, donc PEI, en 1948. La situation est assez complexe. Chaque province a une histoire différente. L'Ontario a institué, par exemple, la prohibition de 1916 à 1927, mais la production pour exporter n'a jamais cessé. Le Québec a eu la prohibition la plus courte parmi toutes les provinces canadiennes en 1919 et est devenu éventuellement une attraction majeure pour les Américains et les Canadiens qui voulaient se tirer en l'air parce que on n'avait pas de prohibition chez nous. Et le Québec est aussi devenu un centre majeur de bootlegging, donc de contrebande d'alcool entre 1920 et 1933, contrebande vers les États-Unis. Au niveau strictement mon Dieu, familial, mon grand-père paternel a contribué à la contrebande de l'alcool vers les États-Unis parce qu'il avait une voiture avec un moteur assez puissant pour rouler plus vite que les douaniers américains, semble-t-il.